On peut aller sur Miles Turner si tu veux bien. Miles Turner, notre deuxième joueur du jour. On est à 27 minutes par match en moyenne, 77 matchs, 108 de true shooting plus sur un usage de 23%. Donc un plutôt bon volume, mais tu vois là encore au niveau du minutage, on est presque à la limite. Hein. On est sur un titulaire, mais bref. Mais pour te lancer, en fait, on est sur une bonne saison d'un pivot qui est dans une bonne équipe et malgré les rumeurs de trade chaque année, il a fait une bonne saison, je trouve. Oui, bah, de toute façon, alors moi, Turner, je pouvais pas le mettre plus bas que troisième pour ne serait-ce que la valeur structurelle du profil, en fait. Le fait d'avoir un joueur qui peut protéger le cercle, alors, on va le voir après, il est pas élite là-dedans, mais il peut le faire, et qui en plus a le shoot avec la taille, donc en fait, ça t'apporte un profil tellement important pour une équipe que déjà rien que par ce profil, pour moi, il a de la valeur. Et en plus, à côté de ça, il a un usage qui est de quasiment 21%, donc ce qui est pas énorme, mais voilà, il a quand même un peu d'importance dans le jeu des Pacers. Il est évidemment utilisé essentiellement en tant que finisseur, notamment en tant que de floor spacer, donc pour créer du spacing sur le terrain, notamment avec son shoot à 3 points. Mais il le fait plutôt bien parce que du coup, tu l'as dit, 108 de true shooting plus, il va aussi beaucoup plus sur la ligne, il a 143 de free throw rate plus, et c'est un joueur qui a des bons pourcentages globalement au lancer franc, donc c'est toujours bon à prendre d'avoir un intérieur qui, si il provoque des fautes, arrive à mettre ses lancers francs. Par exemple, il y a certains intérieurs, quand ils provoquent des fautes, Rudy Gobert, il provoque une faute, pour la défense, c'est limite quelque chose de gagné, en fait. Enfin, c'est limite une action de gagné. Donc oui, il y a vraiment de l'efficacité sur. C'est un joueur qui finit, mais qui finit avec une grosse efficacité. Évidemment, il y a zéro création pour les autres, mais ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà. C'est peut-être le petit côté négatif que je trouve sur ce genre de joueur, c'est que t'as pas le passing connecting qu'on aime avoir chez des grands. Enfin, encore plus en 2024. Mais d'un autre côté, si Turner était le Turner qu'il est là, avec un peu de passing connecting, on va dire un peu, enfin, ne serait-ce que le passing où tu peux l'utiliser en hub offensif, un peu à la Nurkic par exemple, Ouais. en fait, on parlerait pas d'un role player. Ouais, c'est un top 20 NBA et c'est Chet Holmgren, quoi, grosso modo. Voilà, c'est ça. Et je finirais sur la protection de cercle où je trouve qu'elle est quand même plus que correcte. Il a 3,4% de block percentage, ce qui le met dans le 91e percentile, donc ça c'est même excellent. Et j'ai cherché un peu les adversaires shoot. Les adversaires quand ils shootent ont une baisse de 1,4% sur leur tir près du cercle quand Turner est sur le terrain. Alors c'est pas élite, il est 67e percentile. Et d'ailleurs on est très loin des moins 4%, moins 5% qu'il infligeait il y a encore 2-3 ans. Mais ça a le mérite d'être positif et je trouve que voilà, c'est pas sa meilleure saison défensivement, mais je trouve que voilà, encore une fois, la valeur qu'il t'apporte, sachant qu'avoir cette taille-là plus un rim protecteur convenable et ce shoot, forcément ça t'apporte beaucoup de valeur et je trouve que sa saison est plus que bonne dans une équipe des Pacers qui a bien tourné offensivement. Alors juste par rapport aux chiffres, est-ce que tu n'aurais pas pris les chiffres de on-off de Cleaning the Glass pour le panier ? Parce que tu vois les chiffres individualisés de quand il est autour du panier à moins de 6 pieds, moi je l'ai encore à moins 4,7 de perte d'efficacité infligée au panier, quoi, tu vois. Donc on est un peu dans ces standards habituels. Mais tu as peut-être dû prendre le on-off de quand il est sur le terrain, mais donc il n'est pas tout le temps proche du panier. Alors que là, quand, c'est possible. Quand on prend la stat de quand il est autour du panier précisément et pas juste sur le terrain, il est encore autour des moins 5, mais ce qui est pas mal, hein, et tu vois, sur les gros volumes, j'avais noté, sur les gros volumes de tirs défendus autour du panier cette année, il est autour de, il est quoi, il est 27, 28, cette zone-là, et je pense qu'effectivement, c'est un peu le truc avec Turner, c'est la valeur, elle est plus structurelle que défense d'élite, en fait. C'est plutôt l'attrait et la possibilité que t'offre le fait d'avoir un mec qui est pas élite, mais qui est pas mal, vraiment pas mal en défense, et qui est de l'autre côté shoot. Et ça, c'est le fait d'avoir un seul homme, ces deux éléments à la fois, c'est quand même génial, parce que c'est pas juste, j'ai un shooter, mais de l'autre côté, je prends des points en défense parce que c'est une passoire, ou alors l'inverse, je mets un bon défenseur, mais je peux pas aérer l'attaque, quoi, de l'autre côté. Donc il y a vraiment cette valeur structurelle de comment est-ce que tu es capable d'organiser l'attaque et tes schémas tactiques, offensifs et défensifs. Mais voilà, pour moi, c'est plus ça, cette dualité, que le fait qu'il soit élite dans un côté ou l'autre, parce que c'est un bon pivot de protection de panier, c'est pas mal,
mais ça n'a jamais été la folie. Je pense que ça le sera jamais. Moi, j'utilise souvent un peu ce truc de c'est un playmaker au panier plus qu'un intimidateur. Tu sais, là où tu as des Gobert, des Wembanyama, ou les mecs d'élite, Brook Lopez parfois, où tu as un aspect même d'intimidation. Lui, il a pas trop ça, mais il a quand même la taille, l'envergure, la mobilité pour faire des bonnes actions au panier. Donc on a cet attrait-là. Et puis de l'autre côté, ouais, le tir qui est quand même pas mal. Alors, cette année, il a quoi? Il a 35-36% à 3 points. C'est pas non plus une grande saison. Et là encore, tu vois, je disais, il est pas élite en protection de panier. Il est pas non plus élite aux 3 points. C'est pas un Karl Anthony Towns, c'est pas un Porzingis, c'est pas un mec comme ça qui va taper des saisons à 40%. Il ne l'a jamais fait. D'ailleurs, en carrière, il est à 35. Donc, en carrière, il est pile au niveau moyen de NBA sur des volumes qui sont pas mal, mais pas non plus gigantesques. Mais c'est vraiment cet attrait, comme tu disais, de le truc structurel du mec qui peut toucher aux deux, quoi, qui peut en même temps faire les deux à la fois. Et ce qui, je peux te lancer aussi. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé ensemble, mais c'est bien pour l'attaque des Pacers qui mise sur le rythme, sur la vitesse, sur la contre-attaque, mais aussi sur l'espace. Et donc, avoir ton pivot qui peut shooter, c'est déjà un truc assez important en fait. Totalement, surtout que les Pacers jouent beaucoup avec du McConnell, avec du Nembhard, qui eux ne sont pas forcément pour l'instant respectés à 3 points. C'est d'autant plus important, ça reste quand même des arrières qui aiment driver, Haliburton aussi, ou du moins qui aiment prendre leur petit mi-distance. Pour être à l'aise dans ce genre de shoot, il faut avoir des joueurs autour qui écartent le terrain, et c'est d'où l'importance d'avoir des Nesmith ou des Miles Turner à leur côté. Mais oui, de toute façon, Turner, c'est, comme tu l'as dit, c'est pas un défenseur élite, c'est pas un shooter élite, mais le fait qu'il puisse faire un peu des deux, bah, le rend super valuable en fait sur un terrain, contrairement à, par exemple, tu prends Vucevic, il y a le passing aussi, mais par exemple, si t'as un Vucevic sans la passe, bah ok, t'as un bon shooter, il peut écarter le terrain, mais t'as pas la défense. Et si tu prends un bon défenseur, comme tu disais, t'as pas forcément le shoot. Donc le fait d'avoir les deux, même si il est élite dans aucun des deux, ça t'apporte forcément de la valeur pour ton équipe et pour la construction de ton roster. Bon, c'est marrant, t'as dit avec Vucevic, c'est pas la défense, mais en vérité, t'as pas le shoot non plus. Mais ceci est un débat pour un autre jour. Vucevic, on n'a pas le temps. Mais non, mais t'as parlé aussi d'un élément que j'aime bien, c'est l'aspect où il y a le 3 points, mais il peut aussi un peu finir à l'intérieur. Avec, tu vois, c'est une notion de verticalité de par ses centimètres. Il est pas ultra explosif non plus, mais il est quand même assez vif, assez mobile pour sa taille. Et puis c'est une belle menace verticale. Et donc, c'est pas non plus tu vois le grand qui reste dans le périmètre et qui fait que ça, quoi. Et on a un peu cet aspect de quand même de finition intérieure qui vient complémenter un peu ce 3 points. D'ailleurs, t'as parlé du taux de lancer franc qui est au-dessus de la moyenne, hein. Je crois que t'as dit le fameux free throw rate plus, donc plus, et les stats en plus c'est relatif à la moyenne. 143, ça veut juste dire qu'il est 43% au-dessus du score moyen de NBA. Voilà, tous les grands shooters ne sont pas avec des tels scores de lancer franc finalement. Donc ça c'est quand même pas mal. Surtout quand t'as ce rôle de finisseur, ouais. Exactement. Et bon, de l'autre côté, on l'a dit aussi, il n'y a pas forcément de la création offensive pour lui-même ou pour les autres. C'est un rôle assez sobre, mais qui a une certaine valeur. À défaut d'être élite dans quoi que ce soit, ça a quand même une certaine valeur, je trouve. Et donc à moins que tu aies autre chose à rajouter, tu me dis, mais sinon, on peut faire la transition tranquillement vers le classement. Où est-ce qu'on imaginerait notre ami Miles Turner alors ? Parce que c'est vrai que moi c'est ce qui m'a fait le mettre d'ailleurs au-dessus de Bradley Beal, c'était le côté valeur structurelle justement. Ouais. L'importance de la valeur structurelle. Par contre, c'est vrai qu'en rediscutant, et on en rediscutera aussi quand on reviendra sur Banchero, ça me va de le mettre derrière Beal sur le classement général. Pas forcément, hein, n'hésite pas à dire ta vraie position. Hein. Bah non, mais parce que en fait, justement, je regarde les joueurs qu'il y a et je me dis, tu vois, par exemple, un KCP t'apporte aussi le 3 points et la défense. Alors, c'est pas la même défense, c'est pas du tout le même profil, hein, mais pour le coup, si on réfléchit vraiment de manière binaire avec 3 points défense, KCP t'apporte le 3 points défense, donc je me dirais, est-ce que Turner serait pas derrière après ? C'est quand même la défense intérieure, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ça. Alors que je vais pas dire que des KCP t'en trouves à tous les coins de rue, mais des Turner t'en trouves quand même beaucoup moins, parce qu'un grand qui peut protéger le cercle et shooter à 3 points, c'est quand même beaucoup plus rare. Et en fait, c'est peut-être ça que je veux valoriser, c'est la rareté du profil. Je suis d'accord. Ouais, je le mettrais quand même pas bien loin. On peut le coller, hein. On peut le coller à Bradley Beal d'ailleurs. Ouais, j'allais dire entre 31, autour de Gordon, Caruso. Gordon, ça me va, hein, de le mettre à côté de Gordon, parce que c'est pas exactement le même métier, mais en termes de valeur, je pense que c'est relativement équivalent. Alors, pas le même métier, mais
Ça me va de le coller à Gordon, ouais, de le mettre à Gordon, qui serait donc 2 places derrière Bradley Beal, hein, pour le coup. Ouais, Mais j'avais aussi un point de repère, alors si on oublie Bradley Beal et notre classement du jour, mais le point de repère que j'avais, c'était un peu Jarrett Allen Hartenstein, qui était un point à pas dépasser et à pas coller. Parce que, tu vois, eux n'ont pas le shoot, mais je les trouve quand même beaucoup plus impactants en défense, notamment Jarrett Allen et puis même Hartenstein, t'as la passe et tout. Exactement, Hartenstein, t'as d'autres trucs à la place. Donc pour moi, mon point de repère, c'était dans le sens, il faut pas qu'il soit avec eux, il faut qu'il soit un peu plus bas, je trouve. Et de l'autre côté, je voyais Aaron Gordon, je me dis, ça peut correspondre, pas aller forcément beaucoup plus bas que ça. Donc ouais, entre ça et on a aussi Alex Caruso qui est juste ici, qui est un 3&D d'élite, mais est-ce que finalement, vu l'impact et vu l'importance de la défense intérieure pour un pivot et d'un pivot qui s'est shooté, quelles sont les répercussions tactiques sur le jeu qu'on a développé? Je pense que on peut mettre un Miles Turner au-dessus de Caruso, je pense. Donc entre Gordon et Caruso, si ça te va. Ouais, ça me va parfait. Ouais. C'est ce qui montre bien ce côté valeur de un pivot qui shoot et un pivot qui défend pas mal, mais surtout le pivot qui shoot, parce que je pense que dans son métier, Caruso est élite alors que Turner est juste moyen bon. Mais quand tu pondères par rapport au reste à l'ensemble du jeu, tu vois, je pense qu'il vaut mieux avoir un mec moyen bon, mais qui est un pivot qui shoot et qui défend, plutôt que peut-être un 3&D d'élite. Mais alors peut-être tout le monde sera pas d'accord, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu l'illustration de cette valeur du pivot, quoi. Bah, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment le côté valeur structurelle en fait qui t'apporte la rareté du profil. C'est d'ailleurs, petite parenthèse scouting entre guillemets, c'est pour ça que j'avais Evan Mobley par exemple très haut lors de sa draft. C'est le côté la rareté du profil en fait pour moi l'emporte sur des profils qui sont peut-être plus élites dans ce qu'ils font mais beaucoup moins rares en fait. Quel rapport avec le shoot, Evan Mobley? Je comprends pas. Alors non, il n'y a pas de rapport avec le shoot, mais c'est parce qu'il y avait le duel Mobley-Jalen Green. Non, je te charrie. Mais surtout qu'en plus, à la base, il avait un peu plus de shoot que ça. Hein. Mobley, c'est un peu regrettable. Il est un peu perdu. Mais là encore, on n'a pas le temps pour ça. Ouais. Petit quiz pour finir. Nous sommes le 22 mars 2024. Et c'est un bloc sur une tentative de dunk de Jonathan Kuminga. Donc une action assez marquante et assez spectaculaire. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Un bloc sur une tentative de dunk de Kuminga. Donc on est contre Golden State, tu auras compris. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action? Ah, puis en mars, ça devait jouer sérieux en plus. Ouais. Du coup, il y a Stephen Curry. Stephen Curry est sur le terrain, oui. Il y a Draymond Green. Draymond Green, en effet. Ah, ouais. Ils ont fait une raquette Kuminga Green. Du coup, il y a Klay Thompson. Oh, Klay Thompson était peut-être sur le banc. Pas sur le terrain, en effet. Ouais. Wiggins, du coup. Exactement, Andrew Wiggins est là. Et donc, probablement, s'ils ont fait une raquette Kuminga Green, ils ont un garde. Podziemski, je suppose. Exactement. Podziemski est sur le terrain, tout à fait. Et côté Indiana? On va faire du classique. Ali Burton. Oui. Nesmith. Oui. En mars, donc il y a Siakam. Oui. TJ McConnell. Non. Il y a Aaron Nesmith et il y a un autre AN. Et ce n'est pas l'Assemblée nationale. Andrew Nembhard. Exactement. C'était pas McConnell, c'était l'autre. Tout à fait. C'est Andrew Nembhard qui est aussi sur le terrain.